Donc, bonjour à tous, les auditeurs, pour être nombreux encore une fois aujourd'hui, et merci aussi aux internautes qui nous suivent à distance. Et bienvenue donc à cette quatrième séance du cours sur la sécurité du logiciel, que j'ai intitulé Tempus Fugit. Alors ça veut dire le temps fuit, le temps s'enfuit, le temps s'écoule, et d'ailleurs c'est déjà la moitié, on est déjà à la moitié du cours. Mais si on veut faire une très mauvaise traduction, on pourrait dire aussi le temps fuite de l'information. Et c'est exactement le sujet du cours d'aujourd'hui. Quelles attaques peut-on faire par observation du temps d'exécution et indirectement d'autres composantes de la machine comme le cache. Alors le temps d'exécution comme canal d'information. Alors voilà une expérience utilisateur avec une ancienne version d'Unix, Unix version 6. D'après Wikipédia, je n'ai pas connu ça. Donc on essaye de se connecter avec un login comme DMR, Denis Emrichi, et un mot de passe incorrect. Et 2 secondes plus tard, le système dit login incorrect. En revanche, si on essaye avec un autre login, Toto, le système répond instantanément login incorrect. Et pourquoi cette différence en temps d'exécution? Eh bien, ça vient de la manière dont a été codée cette fonction. Essentiellement, elle commence par aller consulter la base des utilisateurs, et s'il n'y a pas d'utilisateur du nom indiqué, elle renvoie tout de suite une erreur. Sinon, elle hache le mot de passe donné en entrée, et ça, c'est un algorithme un peu lent, volontairement, donc ça prend 2 secondes, et compare ce hash avec celui qui est stocké. Et donc la fonction termine plus rapidement s'il n'y a pas de compte utilisateur appelé username que s'il y en a un. Et ça, ça donne une petite info à l'attaquant. Ça lui dit que le compte DMR existe et que le compte Toto n'existe pas. Alors, on va prendre détailler un exemple un peu plus simple et très classique, qui est la vérification d'un code secret, comme le code secret d'une carte de paiement ou d'un téléphone, un code PIN. Donc ça, c'est l'algorithme évident. On compare caractère par caractère, ou chiffre par chiffre, l'entrée donnée par l'utilisateur et le code PIN qui est stocké dans le système. Et dès qu'on trouve une différence, on renvoie faux. Alors ça, c'est un très mauvais code parce que le temps d'exécution de cette boucle est proportionnel au nombre de chiffres corrects au début de input. Et donc, ça permet à un attaquant de monter une attaque facilement. D'abord trouver le premier chiffre, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Donc d'avoir une attaque en temps 10n au lieu de 10 puissance n pour un code composé de chiffres. Bon, alors on va corriger un peu notre implémentation. Là, on a une implémentation où la boucle fait toujours grand N itérations. On ne fait pas d'arrêt prématuré de la boucle, mais quand on trouve une entrée incorrecte, on met la variable valide à faux. Et alors maintenant, on a un temps d'exécution qui est de la forme A plus Bn, où N et A et B sont des constantes, N est le nombre de chiffres incorrects. Donc c'est le nombre d'affectations valide égale false. Et donc, ça fait encore une petite différence dans les temps d'exécution, et on peut encore mener une attaque efficace en s'appuyant là-dessus. Bon, alors on va symétriser un peu, on va compter à la fois le nombre de chiffres corrects et le nombre de chiffres incorrects. Donc ici, on incrémente soit invalide, soit valide, puis à la fin, on regarde si invalide est bien égal à 0. Donc là, on a un code qui est beaucoup plus symétrique, mais qui peut encore avoir des petites variations de temps d'exécution suivant le nombre de caractères valides en raison de divers facteurs architecturaux. Bon, mais ça devient plus difficile à exploiter. Et puis, la bonne manière d'écrire ce type de code, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les opérations en temps constant, et on va revenir là-dessus plus tard, c'est-à-dire dont le temps d'exécution ne dépend absolument pas de la valeur des arguments. Et donc, typiquement, c'est le cas des opérations logiques bit à bit. Et donc, ici, on fait le XOR des input de I et de pin de I, donc le OU exclusif, qui vaut 0 si les deux sont égaux et qui n'est pas égal à 0 s'ils sont différents. Et on fait le OU logique de ces quantités. On accumule ces quantités, ces différences, si vous voulez, à l'intérieur de la variable D avec un OU logique. Et donc, D reste à 0 si et seulement si il n'y a aucune différence mesuré, et ça, observé, et ça se fait en temps totalement indépendant des entrées.
Bon, donc ça c'était un exemple simple. Maintenant on va faire un exemple un peu plus réaliste qui est tiré du monde du chiffrement. Et donc il s'agit de l'algorithme RSA qui sert pour faire du chiffrement à clé publique et aussi de la signature. Et comme vous le savez peut-être, il est à base d'exponentiation modulaire. Élever un nombre à une certaine puissance modulo un certain nombre. Et donc ça sert aussi bien pour le chiffrement. Donc chiffrer un message, c'est l'élever à la puissance E, où E est l'exposant secret. Non, pardon, E est l'exposant public, donc tout le monde peut le faire, modulo n. Et ensuite, le déchiffrement, ça, c'est élever à nouveau ce chiffré à la puissance d, où d est l'exposant secret, modulo n, et normalement, ça retrouve le message d'origine. Et pour la signature, c'est l'inverse. On élève le message à la puissance d, l'exposant secret, donc seule la personne détenant la clé secrète peut faire ça, mais tout le monde peut vérifier ensuite en élevant la signature à la puissance e, et ça doit redonner le même message m. Alors là, je vous ai rappelé un peu les différentes conditions pour que ça marche. Donc le module n doit être le produit de deux nombres premiers, l'exposant secret et l'exposant public doivent vérifier cette égalité, et quelques autres conditions sur le côté que je vous passe. Et donc, l'important, c'est l'exponentiation modulaire. Et typiquement, on utilise l'algorithme d'exponentiation rapide, dit du paysan russe. Alors, je ne sais pas pourquoi le paysan russe, mais c'est la tradition. Donc il ne s'agit pas d'itérer la multiplication d fois, ce qui pourrait être très long parce que d c'est très grand. C'est en fait de décomposer l'exposant d en bits, dn, d0, et ensuite de parcourir les bits. On maintient une variable z qui prend les valeurs successives m carré, m puissance 4, m puissance 16, m puissance 2n, donc par élévation au carré successive. Et quand on a un bit à 1, on intègre z dans le résultat en multipliant donc le résultat par z. Et ce n'est pas difficile de voir qu'à la fin, on a bien un c qui est m puissance d. Mais bien sûr, ce temps de calcul dépend évidemment des bits du secret, puisque quand on a un bit à 1, on fait une multiplication supplémentaire. Et donc le nombre de multiplications et le temps d'exécution est proportionnel, enfin varie comme le nombre de bits à 1 du secret, le poids de Hamming, ça s'appelle. Bon, mais ce n'est pas une information très utile, et en tout cas elle est loin de suffire à deviner D. Et par ailleurs, on peut facilement supprimer cette petite dépendance sur W en faisant une multiplication systématiquement, C fois Z. Simplement, dans le cas où DI est vrai, on garde le résultat dans C, et dans le cas où DI est faux, on jette le résultat, on le met dans une variable temporaire. Le calcul est plus lent, mais il fait le même nombre de multiplications, quelle que soit l'entrée. Mais ça ne suffit pas à blinder cet algorithme, car en fait, cette multiplication, C fois Z modulo n, dépend beaucoup des valeurs de C et de Z, et d'autant plus si des algorithmes rusés de multiplication modulaire sont utilisés. Et ça suffit à monter des attaques spectaculaires par observation du temps. Alors, la première attaque publiée, c'était par Paul Kocher en 1996. Et donc, c'est une attaque sur la signature. Et donc, l'idée, c'était de prendre un certain nombre de messages aléatoires et de les faire signer par le dispositif en mesurant le temps de signature, par exemple d'une carte à puce, dans laquelle il y a la clé secrète et qui fait la signature. Et donc, on mesure le temps TI que prend l'exponentiation modulaire de MI. Et pour deviner ensuite successivement les bits de D, bon, le bit de poids faible, c'est facile, il est toujours à 1, c'est forcément un nombre impair, mais le bit d'après, on peut supposer qu'il est à 1. Alors si D0 est 1 et D1 vaut 1, si on regarde ce qui se passe à nouveau dans cette boucle, ça veut dire qu'on va calculer MI fois MI carré modulo n. Et ça, l'attaquant, il peut mesurer le temps que ça prend. Ça prend des temps petit ti, sur le même genre de hardware que celui qui sert dans la carte à puce. Ça prend des temps petit ti, et l'idée, c'est que s'il y a une corrélation entre le petit ti et les grands ti, donc entre les temps d'exécution de la première étape de l'exponentiation modulaire et de l'exponentiation modulaire tout entière, c'est sans doute qu'on avait raison. Et donc le bit D1 doit être à 1, mais s'il n'y a pas de corrélation, a priori on a tort. Le calcul ne commence pas par faire ça. Le vrai calcul de la signature ne commence pas par ça, et donc D1 vaut 0. Et ensuite, on recommence avec les bits suivants. Et
Et ça marche. Enfin, il l'avait démontré que ça, sur une implémentation simple de RSA. Et alors l'attaque a été améliorée ensuite en 2003 par Bromley et Bonnet. D'abord, ils ont attaqué une vraie implémentation de RSA plus sophistiquée, celle qu'on trouve dans OpenSSL, la fameuse bibliothèque qui implémente le protocole SSL TLS de chiffrement pour les pages web, notamment, et dans laquelle se trouvait la faille Heartbleed dont on a parlé au premier cours. Et donc, dans OpenSSL, il y a aussi toute une bibliothèque de cryptographie, puisqu'il faut faire du chiffrement et de la signature dans le cadre du protocole SSL-TLS. Et alors, l'implémentation de RSA dans OpenSSL est plus subtile. Elle utilise ce qu'on appelle le théorème des restes chinois pour calculer m puissance d modulo n de manière plus efficace, en calculant m puissance d modulo p et m puissance d modulo q, qui sont les facteurs de n. On utilise une représentation dite de Montgomery pour accélérer les multiplications modulaires et prendre moins souvent le modulo, essentiellement. Et il y a plusieurs algorithmes de multiplication qui sont utilisés selon les tailles des arguments. Et ce qui est assez triste, c'est que chacun de ces points contribue à faire fuiter davantage d'informations dans le temps d'exécution. Et en particulier, l'algorithme de Montgomery, que je ne vais pas essayer de vous résumer, a un comportement assez étrange, c'est lorsque le produit, qu'il faut réduire, modulo P ou modulo Q, s'approche justement, est proche du module PQ, alors il y a des réductions supplémentaires qui se produisent, et donc le temps d'exécution augmente. Et on voit donc qu'il y a des discontinuités dans le temps d'exécution quand le produit s'approche de Q, là on suppose que Q est le plus petit des deux modules, ou de P. Et du coup, avec ça, Bromley et Bonnet arrivent à monter une recherche dichotomique qui identifie les bits de poids fort du facteur Q. Et en fait, une fois qu'on a trouvé, donc le plus petit des deux facteurs, et une fois qu'on a trouvé la moitié des bits, on a trouvé un quart des bits du module grand N, et il y a une attaque connue de Coppersmith qui trouve les autres ensuite. Et alors ça, je ne sais pas si cette figure est très claire, mais en gros, donc il y a pour chaque bit, il y a une hypothèse qui est testée, essentiellement est-ce qu'il est à 0, est-ce qu'il est à 1, et qui produit une différence de temps d'exécution. Et c'est cette différence ici qui est marquée en fonction des bits devinés. Et vous voyez qu'elle est quand même significative pour la plupart des bits, d'accord ? Elle est de l'ordre de plusieurs millions de cycles, c'est-à-dire plusieurs millisecondes sur un processeur moderne. Et donc c'est facile à mesurer. Et en fait, les différences sont suffisantes pour que l'attaque puisse être menée à travers une connexion réseau. Donc pas la peine d'être sur la machine. Et il suffit d'être sur le même réseau local, par exemple. Alors bien sûr, la communication avec SSL via le réseau rajoute du bruit, rajoute de la gigue, mais statistiquement, on arrive à l'éliminer, et les différences de temps qui sont là restent suffisamment significatives pour reconstituer la clé. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du cache mémoire, donc autre canal d'information indirect, canal indirect d'information. Alors vous savez sans doute que dans les processeurs d'aujourd'hui, dans les machines d'aujourd'hui, le processeur n'est pas connecté directement à la mémoire principale. Entre les deux, il y a des caches, des mémoires tampons, des antémémoires, il paraît que c'est ça le terme officiel en français, qui sont de petite taille mais d'accès beaucoup plus rapide. Et l'idée, c'est que quand on accède à une case mémoire, on garde sa valeur un moment dans un des caches, et on garde aussi les valeurs qui sont proches, qui sont à des adresses proches, puisque les caches sont organisées en lignes de cache, donc en ensemble d'adresses. Et du coup, la prochaine fois qu'on accède à cette adresse ou à une adresse proche, on va trouver la donnée dans le cache, donc très rapidement, et ça va accélérer l'exécution du programme. Donc voilà, donc on exploite la localité temporelle des accès mémoire dans le programme. Souvent, on accède de manière répétée à la même case mémoire, et la localité spatiale. Souvent, on accède à des cases qui sont proches, par exemple quand on balaye un tableau. Et la conséquence de tout ça, c'est que le temps que prend une lecture mémoire varie beaucoup, suivant qu'une donnée à la même adresse ou à une adresse proche a été accédée récemment. Et ça, c'est un canal d'information extrêmement intéressant, donc, qui permet de monter des attaques qui ont cette forme un peu générale. D'abord, on prépare le cache, par exemple, on le vide,
où on le vide aux adresses qui nous intéressent. Il y a même des instructions pour ça dans le processeur x86, CL-flush. Ensuite, on appelle du code protégé, par exemple dans le noyau ou dans une bibliothèque protégée, qui va manipuler une donnée secrète. Ensuite, on reprend la main et on mesure les temps d'accès à différentes cases mémoire. Et on en déduit les cases mémoire qui ont été accédées par le code protégé. C'est celles pour lesquelles les accès sont rapides. Et on en déduit des informations sur la donnée secrète. Bon, donc ça, c'est le schéma général. Après, il y a plein de variantes. Par exemple, au lieu de vider le cache initialement, on peut aussi le pré-remplir, le bourrer avec des adresses en conflit avec les adresses qu'on veut observer. Du coup, si le code protégé accède à ces adresses, il va forcément devoir expulser une de nos données du cache, et ça, on le verra ensuite. On peut aussi mesurer les temps d'accès en même temps que le code protégé s'exécute, si on a deux processeurs, par exemple. Bref, il y a plein de variantes. Ce qui est assez diabolique, c'est que ce n'est même pas nécessaire de pouvoir lire et écrire dans la zone mémoire que l'on veut observer. Il suffit de pouvoir lire et écrire dans des zones mémoire qui partagent les mêmes entrées du cache. Et donc ici, je ne sais pas si c'est très clair, mais on a donc une donnée à l'adresse 0 qui est des données à l'adresse 40 et 80 qui partagent les mêmes deux lignes de cache. Et donc supposons que moi, l'attaquant, je n'ai pas accès à l'adresse 0, mais j'ai accès aux adresses 40 et 80. Eh bien, je peux donc mettre des données, lire ces données pour que ces deux lignes de cache soient pleines. Et ensuite, si l'attaquant accède à l'adresse 0, il va expulser une des deux lignes de cache. Et du coup, après, je n'aurai qu'à relire les adresses 40 et 80 pour me rendre compte que l'adresse 0 a été accédée. D'accord ? Alors, un exemple d'attaque. D'abord, un exemple un peu artificiel. Mais bon. Donc on a ici une fonction qui normalise une chaîne de caractères. Donc elle passe les lettres minuscules en majuscules et elle remplace les caractères non imprimables par des zéros. Bon, pourquoi pas. Et donc elle fait ça à l'aide d'une table, ici, qui à chaque caractère non normalisé fait correspondre son caractère normalisé. Et la normalisation elle-même, c'est de remplacer donc, chaque caractère S de I par table de S de I. D'accord ? Maintenant, supposons qu'on a une fonction protégée, getHashedPassword, qui va lire un mot de passe au clavier, le normaliser avec normalize, ne me demandez pas pourquoi, et le passe dans une fonction de hash et vous renvoie le hash. Et maintenant, vous voulez deviner le vrai mot de passe avant le hash. Comment faire ? On vide le cache, on appelle getHashedPassword, on mesure le temps pris par normalize sur des entrées bien choisies, par exemple la chaîne avec que des A, que des B, que des C, etc. Et donc, du coup, le temps d'exécution est proportionnel au temps que ça met à charger dans ce tableau. Et donc, si c'est rapide, ça veut dire que c'était des lettres utilisées dans le mot de passe, d'accord, puisque normalize appelé depuis getHashedPassword a déjà chargé ces lettres dans le cache. Et si c'est lent, ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées. Et donc, on a déduit quelles lettres figurent dans le mot de passe. C'est déjà un premier pas. Alors, l'attaque est extrêmement simplifiée parce qu'on suppose que la taille des lignes de cache est 1. Pratique, ce n'est pas 1. Si on accède à cette entrée, en fait, on va sans doute mettre toute cette ligne dans le cache. Et du coup, la détermination n'est pas aussi précise que ce que je dis. Bon, mais c'est pour le principe. Maintenant, voilà une attaque réaliste, et toujours sur du chiffrement. Cette fois-ci, on va parler de la primitive de chiffrement symétrique AES, à 128 bits. Donc, c'est quoi AES ? C'est un chiffrement par bloc. Donc, essentiellement, on part d'un texte en clair et on fait 10 tours, 10 itérations de cette transformation. Donc, on combine des morceaux, on ajoute, on XOR des morceaux de la clé, on fait une substitution, on fait une transposition, on ajoute des bouts de la clé, on fait une substitution, une transposition, etc. Le tout 10 fois, et ça nous donne le texte chiffré. Et pour déchiffrer, ces substitutions et transpositions sont réversibles, donc on fait les mêmes transformations, mais dans l'autre sens. D'accord ? Et on retrouve le texte clair. Alors maintenant, en logiciel, typiquement, ces étapes de substitution, de décalage et de mixing, donc de transposition, sont tabulées. Pour ça, on utilise des tables précalculées qu'on trouve dans le standard, qui sont donc T0, T1, T2, T3, 256 constantes de 32 bits chacune.
Et du coup, si votre état courant, vos 128 bits sont découpés donc en 16 octets, on a un tour de AES, c'est essentiellement cette transformation. D'accord ? Donc on consulte l'étape T0, T1, T2, T3 à certains morceaux de l'état courant, on combine le tout par des XOR et on met à jour l'état courant. Bon, donc voilà qui est plutôt efficace, mais qui fait fuiter de l'information via le cache. Et donc ça, c'est le sujet de plusieurs articles assez impressionnants sur comment on attaque AES en mesurant l'état du cache. Essentiellement, vous voyez ici que, donc si on se contente sur un tour, on voit que chaque accès TI de XJ va faire fuiter, va accéder certaines lignes de cache, essentiellement, si on suppose des lignes de cache de 4 mots de 32 bits, donc de 16 octets, ça fait fuiter les 4 bits de poids fort de XJ. Et donc, en observant, si on arrive à observer l'état du cache autour des tables T0, T1, T2, T3 au premier tour, on a déjà obtenu la moitié des bits, on a obtenu les 4 bits de poids fort de chaque octet de la clé. Ah oui, parce qu'au premier round, le X, c'est en fait un texte choisi par l'attaquant, XOR la clé. Et donc, rien qu'en observant le premier tour, on a déjà la moitié de la clé. Et alors après, il faut travailler un peu, analyser finement le deuxième round et utiliser un certain nombre de textes clairs bien choisis, entre 10 et 1000 textes clairs bien choisis, pour retrouver toute la clé. Bon. Donc l'attaque n'est pas facile, mais elle est tout à fait réalisable. Alors comment est-ce qu'on se protège de tout ça, de ces affreuses attaques temporelles ? Comment éviter cette fuite d'informations via le temps d'exécution et donc a fortiori vers l'état du cache. Alors, on va avoir 4 approches aujourd'hui. Donc la première, la programmation en temps constant, ou plus exactement en temps indépendant des secrets. Donc on va revenir dessus en détail dans la partie suivante. Et donc là, je vais parler un peu plus rapidement de 3 autres approches possibles. Donc l'une les deux premières qui servent plutôt à perturber les mesures de temps, et la dernière qui consiste à introduire de l'aléa pour masquer les secrets. Alors oui, donc il y a un certain nombre d'attaques par observation du temps qui ne peuvent pas se faire à distance. Alors l'attaque sur RSA, on a vu qu'elle pouvait se faire à distance dans les bonnes conditions, celle sur AES, certainement pas. Et l'attaquant doit donc tourner sur la même machine que le code attaqué. Et donc on peut essayer de l'empêcher de mesurer précisément le temps. Alors comment on fait l'attaquant pour mesurer précisément le temps ? Typiquement, il a accès à une horloge matérielle de haute résolution. Dans le processeur x86, ça s'appelle le registre Timestamp Counter, qui essentiellement compte le nombre de cycles depuis que le processeur a été allumé. Et donc ça, c'est une solution. L'autre, c'est si vous avez plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle, en particulier sur des corps différents, vous pouvez en avoir un qui incrémente une variable globale time, et ça joue un peu le rôle du timestamp counter, et du coup, l'autre, qui fait tourner le calcul à mesurer, regarde la valeur de cette variable avant et après le calcul. Donc ça donne une mesure relativement précise aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut empêcher des mesures aussi précises ? Alors, une possibilité, c'est d'interdire l'accès à l'horloge matérielle de haute résolution. Donc, sur le processeur x86, il est possible de transformer l'instruction RDTSC, qui lit le registre TSC, en instruction privilégiée, que seul le noyau peut utiliser. Alors, on peut forcer les différents threads de l'attaquant à s'exécuter sur un seul cœur de processeur. Enfin, pardon, les threads de l'attaquant et l'attaqué sur un seul cœur de processeur. Donc pas en vrai parallélisme, mais en entrelacement. Du coup, ce genre de mesure va être moins précis, mais encore possible. Hein. Simplement, il y aura une granularité plus grande, puisque là, au lieu de faire tourner ces deux codes vraiment en parallèle, on va alterner entre les deux avec un gain de temps variable. Bon. Et l'étape d'après, c'est d'ordonnancer les threads sur cet unique cœur de processeur de manière indépendante des temps d'exécution.
Et alors ça, c'est possible. C'est expliqué dans ce joli petit article de Stéphane et co-auteur. Donc, alors ça, c'est leur exemple qui est un petit peu compliqué, mais donc initialement, on a un tableau public qui est rempli, et donc a priori dans le cache. Et en parallèle, donc, on a le code protégé qui, si un secret est vrai, va remplir un autre tableau, ou sinon ne rien faire. Et là, on a deux threads de l'attaquant. L'une qui commence par une boucle vide pour attendre un peu, puis il va lire le tableau L, puis il va mettre x à 1, et l'autre qui va attendre un peu plus par une boucle vide, et mettre x à 0. Et donc l'idée, c'est que si read array de L termine rapidement, alors x va être mis à 1, puis x va être mis à 0, donc on a 0 à la fin, et que si read array de L prend plus longtemps, alors x va être mis à 0, puis à 1, donc va être à 1 à la fin. Et la vitesse d'exécution de read array de L, le temps d'exécution de read array de L dépend de est-ce que l'autre tableau a été rempli, ce qui a éjecté du cache certaines entrées du tableau L. Bon, l'exemple est un petit peu compliqué, mais l'observation de Stéphane et compagnie, c'est que, alors effectivement, si on passe d'un thread à l'autre au bout d'un intervalle de temps fixé, on peut observer cette différence dans le temps d'exécution de read array. Mais leur proposition à eux, c'est de passer d'un thread à l'autre au bout d'un nombre fixé d'instructions exécutées. Donc on exécute 10 000 instructions et puis on passe au thread suivant. Et ça, il y a aussi des registres dans le processeur qui comptent le nombre d'instructions exécutées. Donc c'est tout à fait possible. Et là, le nombre d'instructions exécutées est indépendant de ce qu'il y a dans le cache. Le nombre de loads exécutés est le même, c'est leur temps qui varie. Donc voilà, donc ça c'est une proposition assez intéressante et qui a été utilisée en pratique dans le noyau SEL4, le noyau sécurisé SEL4. Voilà, oui, donc c'est ce que je disais, avec un ordonnancement basé sur des comptes d'instructions, la valeur finale de x est indépendante de l'état du cache. Alors, une deuxième possibilité, si on ne peut pas empêcher l'attaquant de mesurer le temps, c'est d'introduire du bruit ou de l'imprécision dans notre propre temps d'exécution. Donc quantiser, si j'ose dire, notre temps d'exécution. Et un exemple très simple, c'est d'attendre à la fin du calcul, donc, pour atteindre une durée Dmax. Alors ça peut être une attente active, une attente passive. Dmax étant le temps, ou une borne supérieure, un majorant du temps que prend l'algorithme dans tous les cas. Alors c'est radical, il n'y a plus de fuite temporelle, le temps d'exécution est le même tout le temps, au prix d'un ralentissement de tous les calculs. Par ailleurs, Dmax peut être difficile à déterminer a priori. Les gens qui font des systèmes temps réel dur le savent. Mais ce n'est pas grave, il y a des variantes. Il y en a une où on peut ajuster le temps à un multiple entier d'un certain delta, choisi suffisamment grand pour ne pas faire fuiter trop d'informations. Donc là, on va arrondir le temps au multiple de delta immédiatement supérieur. Et par exemple, dans le cas de l'attaque de Bromley-Bonnet, en gros, si on quantise à 10 puissance 7, d'accord, donc on voit rarement des différences. On voit des différences un peu ici et un peu là, mais entre les deux, on ne voit plus de différence de temps d'exécution, on n'est plus capable de déterminer la valeur du bit. Donc voilà une première possibilité. Oups, pardon, j'appuie pas sur la bonne touche. Et une autre possibilité qui est assez jolie, qui vient de cet article de Askarov, Zhang et Myers de 2010, qui consiste... alors, on part d'un Dmax estimé du mieux qu'on peut, mais on va l'ajuster au vol, suivant une loi exponentielle. Donc si ici on mesure la durée de l'exécution, si elle est strictement plus grande que Dmax, eh bien on augmente Dmax d'un facteur multiplicatif, 1 plus epsilon, et sinon on augmente la durée de l'exécution pour qu'elle soit égale à Dmax. Et donc avec ça, l'attaquant obtient un bit d'information à chaque fois que D est strictement plus grand que Dmax, puisque là il observe un temps qui augmente par rapport à la précédente exécution. Mais ça arrive au plus une fois par tranche de temps de durée 1 plus epsilon puissance k, et ça fait une fuite d'informations en fait, qui est en polylog du temps, donc qui est assez petite. Alors après, il y a
quand même des lois... bon, c'est quand même un peu ennuyeux. Au bout d'un moment, on a des max qui est très grand. Et il y a des lois un peu plus subtiles dans l'article de Askarov et compagnie, où par exemple, de temps en temps, on peut remettre des max à 0 ou à une petite quantité, mais pas trop souvent. Voilà. Et alors maintenant, la troisième, enfin, encore une autre solution pour faire disparaître, pour contrer les attaques temporelles, c'est le masquage, donc le blinding, qui consiste à injecter de l'aléa dans le calcul afin de décorréler le temps d'exécution de la valeur du secret. Alors voilà un exemple un peu idiot, c'est toujours la vérification de notre code PIN avec un code pas très futé qui arrête la boucle dès qu'il trouve une différence. Mais au lieu de tester les entrées dans l'ordre, 0, 1, 2, n, moins 1, il commence par tirer au hasard une permutation de 0, n, 1 et fait ses tests dans cet ordre. D'accord. Et du coup, le temps d'une exécution donne beaucoup moins d'informations, donne essentiellement une borne inférieure, mais il dit qu'il y a au moins 2 lettres qui sont communes à input et password, par exemple, ce qui est beaucoup plus vague. Bon. Mais là où le masquage marche vraiment très très bien, c'est avec les primitives cryptographiques, enfin certaines primitives cryptographiques, et par exemple avec RSA. Et donc l'idée, c'est que si M est le message assigné, on peut le masquer à l'aide d'un nombre aléatoire grand R avant l'exponentiation modulaire. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'élever M à la puissance D, on multiplie M par R puissance E, E étant l'exposant public. Pardon. E étant l'exposant public, et du coup, on calcule donc R puissance E puissance D fois M puissance D, c'est-à-dire R puissance E D fois M, et ça, en fait, c'est R fois M, modulo N, parce que théorème d'Euler. Bon. Je ne vous fais pas le calcul, c'est pas très compliqué. Et du coup, ça veut dire que le résultat dont on a besoin... attendez, là, mes formules sont complètement fausses, là, c'est M puissance D, là, c'est M puissance D. Et donc, le résultat qu'on veut, qui est M puissance D, on va l'obtenir en multipliant C, ce résultat intermédiaire, par l'inverse de R. Et donc, ça va démasquer le résultat du calcul et obtenir le bon résultat. Et du coup, le temps de calcul de l'exponentiation modulaire, R puissance E fois M puissance D, ne révèle rien à l'attaquant. L'attaquant choisit M, le message, mais il ne choisit pas R, le bruit, le masque. D'accord. Donc voilà une jolie manière de se protéger. Donc maintenant, on va revenir sur la programmation dite en temps constant, qui était donc la première des protections que j'ai mentionnées. Et donc c'est une discipline de programmation dont le but est de produire des programmes dont le temps d'exécution ne dépend pas des données secrètes. Le temps d'exécution peut varier suivant des données publiques, bien sûr, mais il n'y a pas de dépendance sur les données secrètes. Et donc, typiquement, ça s'appuie sur une classification des opérations de base du langage de programmation, ou en fait des instructions du processeur vers lequel le langage est compilé. Certaines opérations sont en temps constant, ça veut dire qu'elles ont le même temps d'exécution, quelles que soient les valeurs des arguments de l'opération, et quel que soit l'état du processeur. Et puis, d'autres opérations sont en temps variable, suivant les valeurs des arguments, ou suivant l'état du processeur. Quel est l'état du cache mémoire, quel est l'état du prédicteur de branchement, etc., etc. Et donc, typiquement, on a ce genre de classification, alors un peu à la louche, mais donc, dans les opérateurs d'arithmétique sur les nombres entiers, typiquement, l'addition, la soustraction, les opérations bit à bit, et logique ou exclusif, sont en temps constant. La multiplication aussi, bien que sur certains processeurs, la multiplication de petits nombres va plus vite que la multiplication de grands nombres. Donc, la multiplication, ce n'est pas très clair. Alors, il y a aussi les décalages, qui généralement sont en temps constant, et les comparaisons. Mais les opérations presque jamais en temps constant, ce sont la division et le modulo, le reste de la division, parce que ce sont des algorithmes itératifs, et typiquement, le nombre d'itérations est proportionnel à la taille du quotient, quelque chose comme ça. Enfin, au nombre de bits du quotient. Les accès à la mémoire, donc lecture ou écriture dans un tableau ou via un pointeur, sont
essentiellement jamais en temps constant, parce que ça implique le cache, l'état du cache. Et donc, suivant que la case accédée a été accédée récemment ou une case proche a été accédée récemment ou pas, le temps varie. Et donc, généralement, on considère que ces opérations sont en temps variable. Cependant, quand on écrit, la valeur qu'on écrit, elle, n'influe pas sur le temps d'exécution de l'écriture. Bon. Mais l'adresse à laquelle on écrit, a priori, influe. Et puis, on a tout ce qui se compile vers des branchements conditionnels, comme les conditionnels if, les boucles, while, for, et les opérateurs et ou séquentiels, ceux qui n'évaluent pas leur membre droit si le membre gauche s'évalue à faux ou à vrai, respectivement. Et donc, typiquement, c'est compilé avec des branchements conditionnels, lesquels prennent un temps variable selon l'état du prédicteur de branchement. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Et donc, on va dire temps non constant. Par ailleurs, si vous avez un if, par exemple, la branche n et la branche s peuvent prendre des temps différents aussi. Donc, il ne faut pas faire des conditionnels sur des données secrètes. Voilà. Et donc, avec tout ça, le critère temps constant, c'est essentiellement une propriété de flux d'informations. Une donnée secrète, une donnée de niveau H, ne doit pas être utilisée comme argument d'une opération en temps non constant, en temps variable. D'accord ? Il ne doit pas y avoir de flux d'informations donc, vers les arguments de ces opérations. Et donc, par exemple, on peut tout à fait additionner deux variables secrètes, parce que l'addition est en temps constant. En revanche, on ne peut pas diviser par une variable secrète par une autre, parce que la division est en temps variable. On peut comparer deux variables secrètes, mais pas faire une conditionnelle dessus. On ne peut pas non plus accéder à un tableau, à un indice qui est secret. Même si le tableau lui-même est a priori public, ça va fuiter des informations via le cache. Et donc ça se caractérise très facilement dans un système de type pour le flux d'informations, comme ceux qu'on a vus au deuxième cours. Typiquement, on va dire une addition à le niveau L si les deux membres ont le niveau L. En revanche, pour une division, les deux opérandes doivent être publiques, doivent être de niveau grand L. Et du coup, le résultat est de niveau grand L ou de niveau grand H, comme vous voulez. Et de même, donc pour les conditionnels if and else et pour les boucles, les conditions booléennes B doivent être de niveau grand L, ne doivent pas dépendre de variables secrètes. Alors du coup, ça simplifie drastiquement ce qu'on a vu il y a 2 semaines, puisqu'il n'y a plus de flux indirect, au sens de, par exemple, je fais une conditionnelle sur un booléen secret, et dans la branche n, j'affecte une variable publique à 1, et dans l'autre, je l'affecte à 0. Donc ça, c'était une tentative de copier une variable secrète dans une variable publique. Mais ça, c'est automatiquement exclu, puisqu'on ne peut plus tester sur des variables secrètes. Et donc, il n'y a même plus besoin de tracer le niveau du PC. Et alors, si on veut donner une sémantique à tout ça, on peut le matérialiser, ces fuites d'informations provenant des opérations en temps non constant, moralement comme une transformation de programme, en disant qu'on va émettre sur un canal public les arguments, les opérandes de ces opérations en temps non constant. Donc par exemple, pour une addition qui est en temps constant, on n'émet pas d'informations sur le canal public, mais pour une division qui est en temps variable, on émet les arguments x et y sur le canal public. Pour un if and else sur des arguments, on émet x et y aussi, donc comme ça, ils vont être observables. Et pour une boucle, on émet sur une condition qui implique x et y, on émet x et y à chaque tour de boucle. Et maintenant, donc, on peut ajuster le critère de non-interférence. Rappelez-vous, ce critère un peu sémantique qui dit dans quel cas il y a ou pas fuite d'informations. Donc le critère traditionnel, il dit que si on a 2 exécutions du programme dans 2 états initiaux qui ont les mêmes valeurs pour les variables publiques mais qui peuvent différer sur les variables secrètes, alors dans l'état final, les variables publiques ont les mêmes valeurs. Et donc ça montre que les variables publiques en sortie ne dépendent pas des variables secrètes en entrée.
Mais ici, c'est un peu pareil, sauf que l'exécution du programme, non seulement elle fournit un état final, mais elle fournit aussi une trace des valeurs qui ont été sorties par l'instruction out sur le canal public. Et donc ici, on a deux traces, T1 et T2, et ces traces sont observables de l'extérieur, et il faut que ce soit les mêmes. Et il ne faut pas qu'elles dépendent d'entrées secrètes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite extension assez naturelle de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à programmer dans ce style temps constant. C'est pas facile. Sur les données secrètes, on n'a pas le droit au conditionnel, on ne peut pas indexer dans des tableaux, donc en particulier, on ne peut pas tabuler des fonctions, et on peut juste faire des opérations arithmétiques et des opérations bit à bit. Donc essentiellement, on peut juste programmer des circuits combinatoires. Alors, on a déjà vu un exemple, c'était la vérification du code PIN. Donc ici, c'est une vérification où, à chaque fois qu'on voit une différence, on met une variable d à 1 avec un test if. Donc ça ne respecte pas la discipline temps constant, puisque input de i et pin de i, ce sont des secrets. Et ici, on est en train donc de tester avec une conditionnelle sur un secret. En revanche, l'autre version qu'on a vue, celle qui n'utilise que des ou exclusifs et des ou logiques, ça, c'est un calcul en temps constant, d'accord ? Donc on peut tout à fait le faire, même avec des entrées input de i et pin de i qui sont secrètes. Voilà. Alors oui, j'ai dit on n'a pas le droit au tableau, et on ne peut pas tabuler. Alors il y a une toute petite exception. Si vous avez des entiers n bits dans votre processeur, vous pouvez vous en servir comme des tableaux de n bits, de n booléens. Et alors parfois, on arrive à s'en tirer comme ça. Par exemple, ça fait partie de l'implémentation du chiffrement DES. Et il y a des S-box, des boîtes de substitution, qui sont des fonctions fixées dans le standard, qui prennent un paquet de 6 bits et vous rendent un paquet de 4 bits. Et l'implémentation tabulée classique, l'implémentation classique de ces S-box, c'est une table. Donc pour une S-box, on a une table qui est un tableau de 64 entiers de 4 bits. Et consulter la S-box, enfin appliquer la substitution sur une entrée secrète X, c'est juste renvoyer l'entrée correspondante du tableau. Mais ça, ce n'est pas en temps constant, puisqu'on est en train d'accéder dans la mémoire. Et donc, si vraiment vous voulez faire du temps constant là-dessus, vous pouvez, en découpant votre tableau TBL en 4 entiers de 64 bits. Et donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte le xème bit de chacune des tables, 0, 1, 2, 3, et on les recombine avec des décalages pour obtenir les 4 bits résultants. Donc ça, c'est en temps constant, c'est juste beaucoup plus lent. Alors, quid des conditionnels ? Alors, comment est-ce qu'on programme sans if then else ? Eh bien, il y a une transformation classique que certains compilateurs effectuent, qui s'appelle la if conversion, mais qu'on peut aussi effectuer à la main en écrivant le programme différemment, qui permet, dans un certain nombre de cas, d'éviter les conditionnels et de les remplacer par un opérateur que j'appelle le cell, l'opérateur de sélection. Donc le cas de base, c'est que vous avez une conditionnelle et les branches then et else consistent à affecter des choses différentes à la même variable. Donc x égale A1 dans un cas, x égale A2 dans l'autre. Et donc l'idée, c'est de remplacer ça par une seule affectation sur x, et dans lequel on met le résultat de la sélection de B, de A1 et de A2. Alors qu'est-ce que ça fait, celle de B, de A1 et de A2 ? Ça évalue B, A1 et A2, donc c'est un opérateur strict qui n'essaye pas d'éviter une des évaluations suivant la valeur de B. Donc il évalue tout, et il renvoie la valeur de A1 si B est vrai, et renvoie la valeur de A2 si B est faux. Et le tout donc en temps indépendant de la valeur de B, donc en temps constant, entre guillemets. Et donc on voit bien que ici ça fait la même chose que ce if then else. Après, si on n'a qu'un if then, par exemple, on n'a pas de branche else, on peut encore le transformer en cell, en sélection. Simplement, dans le cas où B est faux, on réécrit la valeur de x dans x. D'accord ? Donc on fait toujours une affectation dans x, et dans le cas où B est faux, c'est une affectation qui ne sert à rien, mais ça garantit le temps constant. Alors un peu plus généralement, comment est-ce qu'on transforme un if then else en
comment est-ce qu'on applique la if conversion dessus. Ben, l'idée, c'est donc d'écrire du code ou de produire du code qui exécute systématiquement les deux branches, then et else. Alors avec renommage des variables affectées, puisqu'il ne faut pas qu'elles interfèrent. Et à la fin, on sélectionne les bons résultats avec l'opérateur cell. Alors un petit exemple ici, on a un if, dans la branche then, on affecte les variables x et y, dans la branche else, on affecte y et z. On va donc exécuter, entre guillemets, la branche then, mais en mettant les résultats dans x1. Donc x1 reçoit a1, y1 reçoit a2, où x est remplacé par x1. Ensuite, on exécute la branche else, y2 reçoit a3, z2 reçoit a4, où y est remplacé par y2. Donc là, on a les valeurs finales, on a les valeurs finales de x, y et z dans les deux branches, et on les combine avec des sélections. Donc x, ça va être la sélection entre x1 et x, puisque x n'est pas modifié dans la branche else. Y, c'est la sélection entre y1 et y2, y étant modifié dans les deux branches. Et z, la sélection entre z et z2, puisque z n'est modifié que dans la branche else. Bon, et tout ça est en temps constant. Bien. Alors ça ne marche pas à tous les coups. Cette if conversion s'applique que si les deux branches then et else terminent toujours, ne font pas d'erreur à l'exécution et n'ont pas d'effet observable par le reste du programme. Puisque sinon, on peut voir la différence entre le code qui exécute toujours les deux branches then et else et le code d'origine qui n'en exécute qu'une. Alors un exemple problématique très simple, c'est on a une division qu'on a justement protégée par un test. Est-ce que le diviseur est 0 ou pas? Donc si y est différent de 0, alors on divise x par y, et sinon on appelle une fonction qui arrête le programme. Si on fait une if conversion naïve là-dessus, on obtient du code très problématique. D'abord, Z1, donc on fait la division de x par y de manière inconditionnelle. Donc si y vaut 0, ça plante. Ensuite, on aborte la branche else de manière inconditionnelle, donc on aborte toujours. Et enfin, on fait la sélection, mais il est un peu tard. Voilà. Alors oui, je vous ai dit qu'on peut faire cette transformation si on a un opérateur de sélection. Maintenant, comment est-ce qu'on implémente cet opérateur de sélection? Alors, on peut, en particulier si on est en assembleur ou si on maîtrise le compilateur, utiliser des instructions spéciales du processeur, par exemple des conditional moves, donc des affectations conditionnelles, qui prennent un temps constant que la condition soit vraie selon que la condition est vraie ou fausse. Des instructions dites à prédicat, donc ça vous avez ça dans des processeurs comme le ARM 32 bits ou le défunt Itanium. Mais en général, on n'a pas forcément ces choses-là. Et donc on peut aussi écrire ça de manière portable. Par exemple, quand B, A1 et A2 sont de type bool, c'est facile. La sélection, c'est cette opération booléenne, cette formule booléenne, B et A1 ou non B et A2. On voit bien que si B est vrai, c'est la même chose que A1, et si B est faux, c'est la même chose que A2. Alors on peut l'étendre un petit peu ça. Si maintenant A1 et A2 sont des entiers, et B vaut 0 ou 1, enfin c'est un booléen, mais interprété comme un entier 0 ou 1, par exemple, on peut faire cette extrapolation linéaire, si j'ose dire, B fois A1 plus 1 moins B fois A2. Donc ça vaut bien A1 si B est 1 et A2 si B est 0. Ou bien, si vous voulez économiser quelques multiplications, A1 plus B fois la différence, A2 moins A1. Non, ça doit être dans l'autre sens. A2 plus B fois A1 moins A2. Et puis, alors si après vous ne voulez pas faire des multiplications du tout parce que c'est un peu cher et peut-être parfois en temps non constant, vous pouvez faire des masquages booléens, des masquages bit à bit, comme ceci. Donc ça s'appuie sur des petites astuces de la représentation en complément à 2. Donc vous pouvez vérifier si B vaut 0 et si B vaut 1, ça va bien sélectionner A1 ou A2. Et encore une fois, j'ai peut-être échangé les rôles respectifs de A1 et de A2, mais je corrigerai ça sur les transparents qui seront mis en ligne. Ceci dit, une fois qu'on a écrit le code comme ça, en C par exemple, ou en Java, on n'est pas absolument certain que le compilateur optimisant va faire ce qu'on veut. Alors des fois, le compilateur nous aide, il va implémenter la if conversion de lui-même, et donc transformer certaines conditionnelles en un code en temps constant.
Mais parfois aussi, il va voir une expression arithmétique ou booléenne un peu compliquée et dire « Oh, je peux la simplifier, je peux la compiler en introduisant un branchement conditionnel ». Et par exemple, nos implémentations de cell, un compilateur qui voit cette expression et qui sait que B vaut 0 ou 1 seulement, peut se dire « Oh là là, les multiplications, c'est coûteux, peut-être je pourrais faire une conditionnelle sur B avec un saut, un branchement conditionnel. Le code serait beaucoup plus simple. » Malheureusement, il ne serait plus en temps constant. Et alors, hélas, ce genre de choses arrive. Donc, c'est le genre de petit tracas. On reviendra dans l'avant-dernier cours, dans 2 semaines, donc sur compilation et sécurité. Mais juste pour dire que ce genre de choses arrive, voici une petite étude de Simon, Chisnall et Anderson, où ils ont pris donc 4 implémentations de cell, écrites en C, portables. Ils les ont compilées pour x86 32 bits, avec différentes versions de C-lang, différents niveaux d'optimisation, et soit c'est une fonction mise à part, soit c'est une fonction qui est expansée en ligne. Et dans un certain nombre de cas, les coches vertes, ils ont bien obtenu du code en temps constant à la sortie du compilo, et dans un certain d'autres nombre de cas, les coches rouges, le compilo a produit des branchements conditionnels. Bon. Voilà. Donc c'est pas facile en fait de programmer en temps constant. Et alors pour finir le cours, je voulais maintenant parler de l'étape d'après, donc dans les attaques. Donc on a vu d'abord juste par observation du temps total d'exécution, ensuite par observation du cache, qui est possible parce qu'on observe le temps que prennent les accès dans le cache. Et maintenant, on va observer l'exécution spéculative par les fuites qu'elle peut provoquer dans le cache. Donc ça, c'est des attaques dont vous avez peut-être entendu parler, Spectre par exemple, et qui sont assez récentes et qui font très très peur. Donc je vais en parler un petit peu, et notre séminariste, Frank Peasons, en parlera beaucoup plus en détail dans 3 semaines. Donc c'est quoi ces exécutions spéculatives dans les processeurs? Alors un exemple typique, c'est la prédiction de branchement. Donc là, on a un bout de code pseudo-assembleur. On commence par charger une quantité en mémoire, et ça peut prendre beaucoup de temps si elle n'est pas dans le cache. Bon. Et ensuite, on fait un branchement conditionnel suivant que x égale 0 ou pas. Et donc le processeur, il va dire, bon, je ne vais pas attendre de connaître la valeur de x0, je ne vais pas attendre que le load soit fini. Je vais prédire, sur la base des précédentes exécutions de ce code, où x0 n'était pas 0 et le branchement n'était pas pris, je vais prédire que x0 sera non nul et que le branchement ne sera pas pris. Du coup, il continue l'exécution avec les instructions qui suivent le branchement. Ceci dit, il fait l'exécution de manière spéculative, c'est-à-dire de manière réversible si besoin. Moralement, par exemple, ça veut dire que les valeurs initiales de x3 et de x4 sont gardées quelque part, ne sont pas complètement écrasées, puisqu'on pourra avoir besoin d'annuler cette multiplication et cette addition. Bon. Mais donc, voilà, il exécute des instructions. Et puis, à un moment, le load termine, la valeur de x0 est connue, et le branchement conditionnel peut enfin être résolu. Alors, si x0 vaut 0, la prédiction était fausse, et le processeur va revenir en arrière. Annuler son exécution spéculative, ignorer les actions des instructions spéculées, donc x3 et x4 vont bien garder leur valeur d'origine, et ignorer donc le PC, qui peut être maintenant beaucoup plus loin, et mettre le PC à L1 et reprendre l'exécution. En revanche, si la prédiction était validée, le processeur dit « Très bien, j'ai déjà exécuté un certain nombre de choses, donc je vais engager les actions, engager les résultats, to commit les actions, en particulier les nouvelles valeurs de x3 et de x4, et puis je vais continuer. » Bon. Donc, en pratique, ça marche très bien, c'est-à-dire que ce genre de prédiction est généralement exact, et du coup, ça permet d'exécuter beaucoup plus d'instructions en parallèle que si on devait attendre à chaque branchement conditionnel de pouvoir le résoudre complètement. Mais ça introduit une attaque, comme on va le voir. Alors oui, donc c'est quoi les instructions qui peuvent être exécutées de manière spéculative? La plupart, donc instructions arithmétiques, logiques, des branchements, des lectures en mémoire et des écritures en mémoire. Alors en général, tant que ça reste dans le tampon d'écriture du processeur, le write buffer du processeur, parce que si ça se met à sortir et être visible d'autres processeurs, par exemple, ça devient plus compliqué. Mais bon.
Et donc l'idée, c'est que sur toutes ces opérations, ce n'est pas très difficile de revenir en arrière. On peut annuler les modifications des registres, y compris du PC dans le cas d'un branchement, et on peut annuler les écritures mémoire en les ressortant du tampon d'écriture. Mais l'état du cache, lui, est conservé. Or, une exécution spéculative peut changer l'état du cache, puisque ces lectures en mémoire, spéculatives ou pas, ces lectures en mémoire spéculatives vont aller lire des choses, et si ce n'était pas dans le cache, ben ça va aller lire en mémoire principale, et puis ça va arriver dans le cache. Et l'état du cache, aucun processeur, semble-t-il, n'essaye de remettre le cache dans l'état où il était avant le début de la spéculation, ce serait extrêmement coûteux. Donc, et puis, ça ne change rien. D'accord, qu'une donnée soit dans le cache ou pas. Ben si, justement, ça change parce que ça fait fuiter un peu d'informations. Et c'est là-dessus donc, que s'appuie cette famille d'attaques qui s'appelle Spectre, qui a été publiée vers 2018, je crois. Alors on voit que c'est une attaque importante parce qu'elle a un logo. Et donc on voit un petit fantôme qui tient une branche dans la main, ou un branchement. Bon, jeu de mots subtil. Donc voilà, et donc un petit fantôme hante nos processeurs. Et le principe de l'attaque, alors il y a plein de variantes différentes, on va juste en voir une, c'est qu'on a un code de confiance, par exemple dans le noyau, qui est exécuté de manière spéculative et qui va lire en mémoire à une adresse qui dépend d'un secret. Et donc, même si l'exécution spéculative est annulée ensuite, cette lecture en mémoire a un effet sur le cache, à une adresse qui dépend d'un secret, et donc l'attaquant, qui ensuite mesure l'état du cache, en déduit une partie du secret. Bon, exemple, on peut, grâce à ça, contourner les tests de borne de tableau en lecture. Donc ça, c'est l'attaque Spectre version 1, parce que c'est juste le premier exemple donné dans l'article. Il y a des versions 2, 3, 4, 5... Bon. Donc Spectre version 1, contourner les tests de borne de tableau. Donc là, on a un bout de code qui est dans le noyau, par exemple, du système d'exploitation. L'intention, c'est d'accéder à un tableau, buf, de longueur len, et avec une fonction dont deux paramètres sont contrôlés par l'attaquant, viennent du monde utilisateur. Il y a un index dans ce buffer et il y a une table. Et ce que fait la fonction f, essentiellement, c'est d'abord de vérifier que l'index est bien dans les bornes. Si il est trop grand, envoyez -1. Si il est dans les bornes du buffer, allez voir l'octet à cette adresse et faire un accès calculé dans la table avec cette valeur. Alors j'ai fait exprès de multiplier par la taille des lignes de cache pour être sûr que donc, si le buf de IDX vaut 0, on tape dans une ligne de cache, s'il vaut 1, on tape dans une autre, s'il vaut 2, on tape dans une autre, etc. Voilà. Et donc, que va faire l'attaquant? D'abord, il va appeler f plusieurs fois avec un index valide dans les bornes, ce qui va entraîner la prédiction du processeur. Le processeur va s'habituer à l'idée que ce test est toujours vrai. D'accord? Et donc, ensuite, l'attaquant prépare le cache et appelle f avec un index qui est trop grand. Du coup, le processeur spécule cette conditionnelle et donc exécute spéculativement cet accès. Donc d'abord, il va lire un octet, buf crochet de IDX, et puis il va fuiter sa valeur via le cache, en accédant à une des lignes du cache, à des adresses contrôlées par l'attaquant. Et du coup, l'attaquant, il sait quelle est la valeur de buf crochet de IDX, c'est-à-dire la valeur de l'octet à l'adresse buf plus IDX. Maintenant, IDX est presque arbitrairement grand, d'accord? Donc en variant IDX, l'attaquant lit une bonne partie de la mémoire du noyau, qui contient plein de secrets intéressants. Voilà, donc c'est l'essence de l'attaque. Et alors elle est assez terrifiante parce qu'elle ne laisse aucune trace. D'accord? Rien de mal ne s'est passé. Bien sûr, toutes ces exécutions spéculatives sont annulées ensuite, quand le processeur se rend compte que ça ne va pas. Le résultat, c'est -1. Enfin bon, tout a l'air normal, sauf qu'il y a eu cette fuite d'informations via le cache. Alors, en fait, on peut se protéger de ça. C'est même pas très difficile, même si ce n'est pas complètement évident. Et donc, ça veut dire que quand on a justement des accès dans des tableaux avec tests de borne, il faut les endurcir contre ces exécutions spéculatives.
Dans le noyau Linux, vous avez un ensemble de macros, pour ça, dont le nom termine par nospec, comme no speculation. Et dont le principe, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est l'accès habituel, avec un test de borne. Donc on a un tableau d'éléments de type T, qui a une certaine longueur, et on veut accéder à un certain index. Et donc si l'index est trop grand, on arrête, on fait une erreur fatale, et sinon, on renvoie TBL crochet de IDX. On fait l'accès normal, sans vérification supplémentaire. Et donc, pour protéger ça contre la spéculation, l'idiome courant, c'est... donc, on commence par vérifier les bornes comme avant, mais on accède à TBL, pas à TBL de IDX, mais à TBL de la sélection. Donc, si IDX est plus petit que len, alors IDX, sinon 0. Donc, rappelez-vous l'opérateur de sélection qui est en temps constant. D'accord. Et donc, l'effet de ça, c'est de décréter en fait IDX pour qu'il ne soit jamais trop grand pendant une exécution spéculative. Pendant une exécution normale, IDX est plus petit que len, d'accord, donc la sélection envoie bien IDX. Et pendant une exécution spéculative, IDX peut être plus grand, mais à ce moment-là, on accédera à l'adresse 0, à l'offset 0 dans la table, et du coup, on n'ira pas accéder trop en dehors. Voilà. Et alors tout ça, bien sûr, repose sur l'idée, la supposition qu'on a une implémentation efficace de celle qui est en temps constant et qui elle-même n'est pas soumise à prédiction. Bon. Voilà. Et donc vous commencez à voir ce type de code dans des bouts du noyau Linux. Après, alors il y a pas, il y a d'autres morceaux, d'autres composants logiciels de sécurité qui peuvent être trompés. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de BPF, les Berkeley Packet Filters, qui sont, c'est une espèce de machine virtuelle, de code d'une machine virtuelle qu'on peut injecter dans le noyau pour différentes choses, par exemple transformer des paquets réseau au vol à l'intérieur de la pile réseau. Et donc je vous rappelle, une des caractéristiques de BPF, c'est que le code est d'abord vérifié statiquement par analyse statique pour être sûr qu'il ne déborde pas, qu'il accède qu'à des cases mémoire valides, etc., avant d'être exécuté sans test dynamique. Et donc dans un exposé au workshop PRISC en janvier dernier, donc 3 des auteurs de BPF ont observé que en fait, leur vérificateur il faisait des hypothèses qui étaient invalidées en cas d'exécution spéculative. Alors voilà l'exemple, il est un petit peu compliqué. Donc on suppose que R1 pointe vers une variable qu'on a le droit d'accéder, d'accord, et R2 c'est un entier quelconque qui est contrôlé par l'attaquant. Donc ça c'est un bout de code BPF qui teste donc sur un R0. Si R0 est égal à 0, alors on remplace R1 par R2, c'est-à-dire qu'on remplace notre pointeur valide par un pointeur a priori invalide. Et si R1 vaut 1, alors puis si R1 vaut 1, on charge à l'adresse R1. Et ensuite, on fait fuiter via le cache ce qu'on a lu à l'adresse R2. Donc quand on vérifie ça statiquement, on voit bien, entre guillemets, que R0 ne peut pas valoir 0 et 1 en même temps. D'accord ? Et donc le load, si on exécute le load qui est là, ça veut dire que R0 vaut 1, ça veut dire que cette affectation n'a pas été faite, ça veut dire que R1 contient toujours un pointeur valide vers une variable accessible, et donc le load est valide, le load est dans les bornes, etc. D'accord ? Ça, c'est ce que dit le vérificateur statique. Mais à l'exécution, les deux branchements conditionnels ici peuvent être prédits comme non pris, et donc spéculativement, on va mettre R2 dans R1, puis accéder à l'adresse R1, c'est-à-dire à l'entier quelconque contrôlé par l'attaquant, puis faire fuiter la valeur qu'on vient de lire. D'accord ? Et donc dans BPF, ils ont dû durcir en fait leur vérificateur pour qu'ils ne fassent pas ce genre d'hypothèse, que ces deux codes sont en exclusion mutuelle, ne peuvent pas être exécutés l'un puis l'autre. Bien. Alors après, donc, il y a plein d'autres attaques de ce type, qui s'appellent les attaques par exécution transitoire, qui reviennent essentiellement à observer des états transitoires à l'intérieur du processeur, par exemple au milieu d'une exécution spéculative,
qui font fuiter des données via des canaux temporels, typiquement le cache. Donc Frank Pearsons, qui est un des experts du domaine, nous en parlera beaucoup plus en détail dans 3 semaines. Là, je vous ai juste, c'est pas très lisible, mais je vous ai juste copié la liste Wikipédia de ces attaques, donc qui commence par Spectre V1 en 2017. Donc j'ai dit 2018, c'était 2017, et se termine par la toute dernière en 2022, donc déjà cette année. Et je ne pense pas que ce soit fini. On va encore en trouver d'autres. Et toutes ces attaques donc, visent différents traits du processeur. Donc il y a la spéculation avec les branchements conditionnels, il y a des histoires de cache, L1, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire, il y a des histoires de restauration paresseuse de l'état de l'unité flottante, il y a, enfin bref, tout ça est assez terrifiant. Donc voilà, on arrive à la fin de ce cours, et donc un petit point sur ce qu'on a vu. Donc d'abord sur les attaques par observation du temps ou du cache. Donc le temps d'exécution est une source non négligeable de fuite d'informations, comme on l'a vu, et ce d'autant plus que les processeurs modernes amplifient ces fuites avec des traits comme les caches ou l'exécution spéculative, etc. Ça introduit plein de comportements en temps variable, qui révèlent des choses. Et c'est presque pervers. Enfin, tous ces mécanismes sont bien sûr motivés par l'idée d'aller plus vite dans les cas les plus courants, mais introduisent à chaque fois des possibilités de fuite d'informations, de fuite de secrets. Alors, quelques fonctionnalités de sécurité, typiquement des primitives cryptographiques, peuvent être endurcies contre ces attaques. Alors, ça peut être par de la programmation en temps constant, en utilisant du masquage, ou en utilisant du hardware, de l'assistance matérielle. Souvent, c'est plus facile de rendre un circuit indépendant en temps constant qu'une implémentation logicielle, en restant efficace, qu'une implémentation logicielle. Et par exemple, on a parlé du chiffrement AES. Aujourd'hui, il y a une instruction du processeur x86 qui fait le chiffrement AES, et c'est sans doute une bonne idée de l'utiliser plutôt que d'essayer de vous-même de faire votre implémentation, qui risque fort d'être vulnérable aux attaques par observation du cache. Alors, donc il y a quelques protections qui commencent à être introduites dans les systèmes d'exploitation. Donc on a vu les macros Linux pour se protéger de Spectre version 1. On m'a dit qu'il y a aussi des choses comme ça dans les navigateurs. Donc les moteurs d'exécution JavaScript, maintenant, génèrent au vol du code qui, semble-t-il, est plus ou moins protégé contre certaines des attaques Spectre. Mais encore une fois, c'est toujours difficile, ou même essentiellement impossible, de savoir qu'on les a toutes parées. D'accord ? On sait boucher l'attaque d'hier, pas forcément prévenir l'attaque de demain. Et alors une autre victime, enfin une vraie victime collatérale de ces attaques sur les exécutions transientes, ce sont les enclaves Intel SGX, dont on avait parlé un petit peu la semaine dernière. Donc cette idée pourtant brillante de dire un code peut s'exécuter en se protégeant même du système d'exploitation à condition de bien chiffrer la mémoire, enfin bref, avec des mécanismes cryptographiques de protection supplémentaires. Et il semble que ces enclaves sont très vulnérables aux attaques par observation, et notamment sur les exécutions transientes, au point que Intel est en train d'abandonner SGX dans ses processeurs futurs. Bon. Et alors, ce n'est pas les seules attaques qu'on peut faire, disons, au niveau du matériel. On peut observer d'autres choses que juste les temps d'exécution, si on est suffisamment proche du système. Alors ça, c'est typiquement sur des petits systèmes embarqués comme les cartes à puce. On peut mesurer la consommation électrique instantanée. Et ça fait des jolis petits graphes avec des pics de consommation qui sont très corrélés aux instructions exécutées et aux données qui sont manipulées. On peut mesurer les émissions électromagnétiques, les ondes radio qui sortent du système. Alors, les ondes radio qui sortent du processeur, c'est un petit peu difficile. En revanche, la mémoire, la RAM, par exemple, émet beaucoup d'ondes, et plus encore les écrans. Donc il y a toute une tradition d'attaque physique où quelqu'un arrive à lire votre écran à 10 mètres de distance grâce aux émissions électromagnétiques de ce dernier.
Et alors, il y en a encore d'autres. Hein, je vous recommande la lecture du chapitre 19 du livre de Anderson, Security Engineering, qui contient une liste impressionnante de choses qu'on peut observer. Et puis, si on a vraiment le contrôle du système, carte à puce ou autre, on peut aussi le perturber. Par exemple, injecter du bruit dans son alimentation, et ça peut le faire partir en faute, et lui faire exécuter des choses qu'il n'aurait pas dû exécuter. Et c'est aussi une source d'attaque fort intéressante, dont nous parlera Karine Edeman dans son séminaire le 7 avril. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous propose d'arrêter là, et puis on a du temps pour les questions. Merci.